Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très ravie de vous retrouver en cette matinée du 28 septembre 2020 pour 1h30 de direct en votre compagnie. Nous serons ensemble jusqu'à 10h ce matin. Alors, vous le savez, samedi le 26 septembre, donc l'année culturelle a ouvert ses portes. Plusieurs ateliers seront organisés tout au long de l'année. Cet après-midi, la bibliothèque El Hama abritera des ateliers donc de contes. Un conteur sera parmi nous pour revenir sur cet événement et son organisation. Nous allons nous intéresser cette matinée aux start-up, particulièrement donc au développement informatique, géographique, les rubriques habituelles. Donc du lundi, à savoir Ahmed Ghaligassen, lui va s'intéresser au premier médecin algérien, à savoir docteur Belarbey. Aussi donc sur le registre de la médecine, voilà. Donc alors ce qui déclenche une maladie peut aussi aider à la soigner et à la prévenir. C'est le principe sur lequel repose l'homéopathie. Alors ce sera Widet Agabi qui reviendra donc sur l'homéopathie en cette matinée. Mariam Oussaïd, elle va s'intéresser sur ce qu'on peut faire dans son jardin en cette saison d'automne. Eh bien oui, il n'y a pas que le printemps, on peut planter beaucoup de choses. D'automne aussi, on peut faire beaucoup d'activités de jardinage. Et justement, Mariam nous donnera quelques conseils en cette matinée. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Amel Larib. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Et voilà, Amel Haribi, bonjour. Bonjour Nour. Ça va Amel, vous Ça allez va bien? très bien, merci. Alhamdulillah, Amel, nous avons été gâtés par le soleil ce matin. Ce matin, oui. Ce matin. Hier, non. Mais hier, non. Aujourd'hui, c'est le retour du soleil. Hier, nous avons été gâtés par la pluie. Ah oui, oui. Voilà. C'était bien quand même. C'était bien. Mais il faut dire, Amel, que depuis quelques temps, on sent quand même la présence des saisons. Hein. Exactement. On le vit C'est bien. l'automne. C'est l'automne. C'est l'automne. On a bien vécu le printemps, on a bien ressenti aussi l'été. Et là, on ressent l'automne aussi. L'automne. Hein, avec des températures assez agréables. Assez agréables. Faut le dire. Voilà, donc tantôt soleil, tantôt pluie. Et... Que demander de plus? Que demander de plus? Et aujourd'hui, donc il y aura pour du le soleil programme partout. météorologique aujourd'hui, On n'aura que du beau soleil. eh ben voilà, on sera gâtés quand même. Merci Nour. Alors bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, on aura du soleil sur pratiquement l'ensemble des régions nord, avec toutefois de la brume en ce début de matinée sur les côtes est, mais le soleil sera de retour tout au long de la journée. La moitié sud, excepté quelques voiles sur le Sahara central, le Nord Sahara, également les oasis et un ciel peu nuageux sur le Hégard. Partout ailleurs, eh bien, le soleil sera bel et bien présent sur le sud-ouest, l'extrême sud, le Sahara oriental et le Tassili. Les températures durant cet après-midi, eh bien, sont plutôt agréables, avec toutefois un maximum de 31 degrés du côté d'Oran, Tlemcen et Relizane, 26 à Alger, Tizi Ouzou, 25 à Annaba, 23 à Constantine, également Batna, 27 à Al-Biyad, 24 degrés à Djelfa, au sud 33 degrés Gardaya, 35 Béchar, 36 Tamanrasset et Janet, 29 le minimum du côté de Biskra, 36 Tindouf, 41 vers l'extrême sud et également Elizi, et enfin 44 degrés le maximum cette fois-ci à Adrar. L'état de la mer pour cet après-midi, eh bien on aura une mer plutôt peu agitée sur les côtes ouest et centre, et plutôt agitée sur les côtes est, avec des vents qui vont souffler entre 30 et 40 km/h près des côtes ouest de secteur nord-est, et 10 à 20 km/h près des côtes centre, et 20 à 30 km/h près des côtes est de secteur ouest à sud-ouest. Et bien sûr, on termine ce but avec l'éphéméride pour aujourd'hui, lundi 28 septembre. Le soleil se couchera vers 18h35. Et pour davantage d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à tout à l'heure. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Merci Amel C'est moi que pour ces nouvelles tout ensoleillées. Ensoleillé, oui. Voilà. Eh ben, on vous souhaite une agréable journée. On vous retrouvera Merci, tout à l'heure donc après le JT du journal Midi, télévisé du 19 midi, 19h. Voilà, merci beaucoup C'est moi Amel, que bonne merci. journée à vous. Alors on continue la pause musicale en compagnie de Friklen Amaziria. On se retrouve juste après. Amazighi
في ماضي أصلي ليا وانا هي وابتدي مولاي اصلي وانا هي وارضي مولاي اصلي وانا هي وابتدي مولاي اصلي وانا هي وارضي مولاي وارضي مولاي بصلي وانا فخور امازيغي في بلاد النور بها راني مسرور نبحث بالنور نكتب بالسطور سلمى امازيغي نبقى الحمد لله المشكور هلا ما على اهل الهوى صلاتي على حبيبي المصطفى على الذي استوى به الطوالي تقوى نار بالواجنان وفرجة غير ليه من جاه نار بالواجنان وفرجة غير ليه من جاه أنا هي وابتدي مولاي أصلي وأنا هي وارضي مولاي أصلي وأنا هي وابتدي مولاي أصلي وأنا هي وارضي مولاي وابتدي مولاي مكن يا ضي مازيار الطافة بنعننا الزاغي كلنا لا تايد مرحنا يضهان يا غرمان يضهان يا رجوان مازيار محبة بين الفضل عمري ما نشقى مع ولادي فريقين بقى الله يا الوالي ليك الله سوالي من الماء والبحر والجبالين Et voilà, une superbe chanson de Friklen Amaziria et la place aux hommages en compagnie de Grega Hassan Ahmed. Bonjour. Bonjour, Marhaba bik. Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah, Allah yaslimik. Alhamdulillah. Alors aujourd'hui, ce sera un hommage très particulier puisqu'on va faire connaissance avec le premier médecin algérien. L'un des premiers, parce L'un des qu'on ne sait pas exactement, c'est l'un des premiers, donc il a marqué son époque, il a marqué son temps, parce qu'il ne s'est pas occupé seulement de médecine. C'est Dr Mohamed Sgher Ben Larbi, tel qu'il est connu dans l'état civil, mais c'est Ben Larbi dans le nom d'origine. Donc voilà. Donc Alors là, on va aller un peu loin, un peu plus loin dans l'histoire, on va aller au 19e siècle. Exactement, exactement. C'est la fin du 19e, donc c'est quelques dizaines d'années après l'occupation française, l'invasion, avec tous les remous, tout ce qui s'est passé dans la société. Et on voit là qu'il y a quelques exceptions qui jaillissent par-ci et là. Donc il y a les gens, bien sûr, il y a certains qui s'occupent des sciences traditionnelles, donc ils s'accrochent, c'est une question d'identité. Mais il y a d'autres qui vont vers qui vont profiter des sciences nouvelles qu'on leur présente, et ils s'accrochent eux aussi. Mais Dr Larbi, il fait un peu l'exception parce que lui, il va tenir des deux. Donc, c'est pas le bonhomme qui va s'engager dans la médecine, qui va exercer, qui va enseigner peut-être, je ne sais pas, qui va étudier profondément, il va faire même un doctorat, mais il va jamais perdre son identité, parce que même dans les photos qu'on a de lui, il est avec sa chechia, il est avec son accoutrement traditionnel, serwel, stefa, etc., etc. Et il va aussi étudier chez tous les savants, donc même dans le livre qu'il fait. Donc, quand il fait la dédicace, il ne va pas faire la dédicace tout simplement à ses enseignants, comme d'habitude les médecins français, mais à toute l'élite de l'Algérie de l'époque. Donc, et il nous présente aussi quelques noms qu'on ne connaît pas.
Donc, pour un peu revenir Voilà, donc on le voit. Voilà, et ça, c'est ça, la photo, la seule que j'ai trouvée sur le net. Donc ça, c'est le docteur Mohamed Saghir Belarbi. Donc pour revenir un peu au cadre familial, c'est l'enfant de Belaïd et de Fatma Ben Jelloul. Il est né en 1850 à Cherchel. Donc c'est le cadet de ses frères garçons. Donc il y a Mohamed l'aîné qui va devenir interprète. Il y a le deuxième Qaddour qui est médecin lui aussi, mais qui va exercer à Constantine, puis il va devenir médecin du Bey de Tunis. Et il y a aussi deux filles. Il y a Zohra et Aïcha. Ça, c'est Cheikh Abdelhalim Ben Smaya, je sais. Donc, Cheikh Abdelhalim Ben Smaya a été aussi enseignant de maître du docteur Belarbi. Donc, de Cherchel, il vient très jeune à Alger pour finir ses études. Donc, il fait peut-être le moyen, le collège à l'époque, puis il fait le lycée. Et puis, il rentre dans l'école de médecine. L'école de médecine d'Algérie, c'était une école très spéciale. Elle n'était pas, c'est pas l'école de médecine telle qu'elle était à Paris. C'est une école qui est consacrée à la colonisation. Il faut dire aussi, Ahmed Ghaliga Hassen, que voilà, donc j'ai envie de dire Ben Larbey, donc il faut dire que c'est un privilège pour lui d'avoir accédé finalement à ces hautes études, à ces études donc de médecine, parce que c'était quand même le joug, c'était la période donc du joug sous le joug du colonialisme. Et je ne dirais pas que c'est un privilège, je dirais qu'il a dû faire beaucoup d'efforts, de jeux de coude, il a dû faire beaucoup de coudes pour arriver à lutter, voilà, il a dû beaucoup lutter pour trouver une niche, pour pouvoir passer à travers tous les filets, tous les filtres que le colonialisme posait pour les Algériens, parce que l'école telle qu'elle a été conçue en Algérie, c'est pas une école normale. Donc, il ne devient pas médecin, il devient officier de santé, puis médecin de la colonisation, donc officier de santé en 1873, médecin de la colonisation en 1877, et il est obligé de partir à Paris pour soutenir sa thèse de doctorat d'État. Donc vous imaginez tout ce passage qu'il a dû faire, tous ces filtres qu'il a dû faire. C'est ce qui s'est passé une trentaine d'années après à un autre cherchelois, c'est Ahmed Ben Hammouda, qui lui était très intelligent, mais il a été comme il a fait la médersa classique, donc il n'a pas pu faire d'études universitaires. Donc là, on est en train c'est la thèse, exactement. Voilà, on est en train de voir un petit peu la thèse. Exactement, qu'il a intitulé La médecine arabe en Algérie. C'est un condensé, c'est un travail très intéressant parce que c'est un condensé de l'histoire et de ce qui se faisait en médecine en Algérie. Donc, il parle des maladies qu'il y avait, donc c'est un chapitre qu'il nomme pathologie. Donc là, c'est la dédicace, donc c'est à ses parents, à son frère Qaddour et à la mémoire de son frère Mohamed, l'aîné, qui est déjà décédé en 1884. Et puis, il fait une dédicace aussi à un autre personnage très intéressant qui a marqué l'époque, c'est Victor Hugo. Donc, oui, Victor Hugo était son ami. Par quel miracle il a rencontré Victor Hugo? Là, c'est une époque de Victor Hugo qui correspond pratiquement à l'époque. Donc, il est déjà après la soutenance il était présent apparemment à la soutenance de Dr Belarbi à Paris. Et il est mort quelques mois après. Il est mort. Victor Hugo, Belarbi, il a soutenu sa thèse en juillet 1884. Victor Hugo est décédé en mai 1885. Donc ça, c'est vous voyez, ça c'est le début de la thèse. Et il commence avec un hadith du prophète alayhi salatu salam. Là, on voit un petit peu finalement comment il impose son identité. Voilà, exactement. Il y a un ancrage. Il y a un ancrage très, très intéressant. Bien sûr, l'époque ne permettait pas la confrontation parce qu'ils étaient complètement... La résistance était laminée. Donc, c'était juste quelques années après le dernier mouvement de résistance de 1871. Donc, c'est juste après la famine de 1866 à 1868. Donc, les gens étaient marqués. Donc, ils étaient... Et là, c'est une page d'illustration à la fin de sa thèse. Donc, il montre un peu les instruments et les outils qui étaient utilisés par les Algériens à l'époque. Donc, c'est la médecine traditionnelle algérienne. Donc, pour revenir un peu au parcours, donc là... avant de revenir au parcours, peut-être, Ahmed Ghaliga Hassen, je voudrais bien qu'on parle un petit peu de la thèse.
du contenu peut-être de Oui. la thèse. Donc là, il revient un petit peu aux instruments rudimentaires. Donc on le voit à travers l'image que vous avez choisie. Mais quand on lit un petit peu le titre, donc la médecine arabe en Algérie, donc est-ce qu'il y a par exemple un soupçon ou là où donc Ben Larbi, là où il parle un petit peu de sociologie, par exemple, parce que ça va de soi un petit peu. Hein. Où il y a beaucoup de... En fait, c'est une thèse très condensée. Elle est de 57 pages. Donc, c'est vraiment condensé. Il commence par un chapitre d'histoire un peu de la médecine en Afrique du Nord. Donc, il essaie de faire un ancrage historique. Donc, il parle des médecins connus, Ibn al-Haytham, Ibn Sina, Ibn Rushd, Ibn Zohar, donc Zahraoui. Et puis, il parle de l'école de Kérouan, il parle de l'école andalouse, donc au Maroc, en Algérie. Il parle de Abdelrazak Ben Hamadouche al-Jazairi. Donc, il donne... Mais c'est des lignes pratiquement, Voilà. c'est des phrases. Donc, C'est un ancrage, comme vous le voilà, dites si exactement. bien. Ibn al-Jazar qui a laissé ça et ça. Donc, Ibn Juljul dont on connaît telle et telle œuvre. Donc, c'est un condensé. Et puis, il passe au travail au deuxième chapitre où il détaille un peu ce qui se passe en tant que médecine en Algérie. Donc, il parle des pathologies. Excusez-moi, je vais voir. Donc, il y a les pathologies, il y a l'hygiène, et il y a la matière médicale, et il parle à la fin de la médecine légale. Donc, bien sûr, les pathologies, donc ce qu'il y avait de particulier en Algérie, donc tout ce qui est la rougeole, tout ce qui est donc tous les risques d'épidémie, donc tout ce qui se passait, puis quelques maladies de la peau. Donc, il détaille tout ça, mais bien sûr, succinctement, il les définit, il essaie de faire une distribution aussi. Il donne quelques indices sur la localisation géographique de ces maladies, dans le sud, dans le nord, qu'est-ce qui se passe. Et puis, il passe à l'hygiène, donc qu'est-ce qu'il faut faire que font les Algériens pour le nettoyage. Donc, vous savez, on utilise la chaux, on utilise plein de choses. Et puis la matière médicale, quels sont les éléments que les Algériens utilisent. Donc automatiquement, donc, il va parler d'herbes, de plantes, de fruits que les gens utilisent, et puis quelques matières aussi, quelques minerais aussi que les Algériens utilisent, le kohoul, etc. Donc voilà, le kohoul comme on dit. Et puis à la fin, il détaille un peu sur un problème particulier de médecine légale qui s'est posé chez les musulmans, c'est la durée de la grossesse. Donc, vous savez, ça c'est un problème historique. Et il est malin parce qu'à la fin, il ne donne pas des exemples, il ne tire pas les exemples de la culture algérienne ou des références arabes, il donne des références étrangères. Donc, parce que, vous savez, légalement, dans le rite malikite, ils autorisent une grossesse jusqu'à 4 ans. Donc, ils disent que le maximum, c'est 4 ans. Et puis, bien sûr, les Français disent, oui, c'est des maboules, ces Arabes, ils vont dire c'est 4 ans. Et puis, ils donnent des exemples. Tel médecin a dit qu'en 1804, il a trouvé en Espagne une femme qui disait qu'elle a eu une grossesse de 17 ans, de 23 ans, de 5 ans, de 10 ans. Il donne plein d'exemples comme ça. Et à la fin, il le dit. J'ai fait exprès de ne pas citer des exemples de chez moi. Donc j'ai dit que ça a fait l'objet de beaucoup de polémiques, même chez les Européens. Donc c'est ça un peu le contenu en général de la thèse de médecine de Dr Ben Larbi. Ce qui est aussi particulier, c'est qu'il a fait aussi une carrière politique. Donc après la soutenance, il revient. Il a exercé en tant que médecin à Boumedfa, il a exercé à Hamar al-Ain, il a exercé à Vesoul, Benyan, donc plein de coins, à Sétif aussi. Et puis il s'est installé, il a eu beaucoup de problèmes de racisme parce que les colons ne voulaient pas, n'acceptaient pas de se faire soigner par un arabe, bien sûr. Voilà. Surtout s'il est. Surtout s'il garde en tenue de. Uniforme algérien. Uniforme algérien. Donc il a eu des problèmes à Sétif et de là il est revenu à Alger où il s'est installé et il s'est lancé dans une carrière politique. Il a été élu dans la municipalité d'Alger, donc il a été représentant avec d'autres Algériens qu'il cite d'ailleurs dans les remerciements dans sa thèse. Donc on trouve des noms, Oulid Issa, on trouve des noms de Blamine, on trouve plein de noms de familles algéroises. Et donc il travaille. Et puis il vient vivre à Notre-Dame d'Afrique, au quartier de Notre-Dame d'Afrique. Et là, ce que les gens de Notre-Dame d'Afrique peut-être
C'est Dr Belarbey qui a tout fait pour le raccordement du quartier à l'eau potable, donc aux canalisations, donc le rallongement de la canalisation. Il a été derrière l'installation de la route, il a été derrière pas mal de projets dans le quartier. Donc il était là dans la municipalité d'Alger à défendre aussi les Algériens et bien sûr leur permettre d'accéder aux facilités qu'il y avait à l'époque. Voilà, donc il n'était pas que médecin. Il n'était pas que médecin. Il n'était pas que médecin. Il y a aussi un autre témoignage de Cheikh Abdelrahman Jilali. Et ça, c'est une photo prise je ne sais pas si on est... Voilà. C'est une photo prise en 1925. C'est l'installation du nouveau wukil de Sidi Mohamed, le wukil Sherif Zahar. Et dans la photo, donc choisissez l'un d'eux, c'est Dr Belarbey. Je ne saurais pas l'identifier, mais dans la photo, on voit le maître Fatah, qui est le directeur de l'école Msid Fatah, connu à la Kasbah. Il y a Dr Ben Brehmat, il y a Ben Zakour, il y a le Mufti Ben Zakour, il y a plein de noms, de grands noms. Il y a aussi Cheikh Abdelrahman Jilali, qui est dans la photo, il était tout jeune, mais lui-même n'a pas su se reconnaître. Voilà. On choisira un, alors voilà, l'un d'entre eux. Voilà. Ah ben, merci beaucoup pour ce bel hommage que vous avez choisi de faire ce matin donc, à l'un des premiers médecins algériens, donc du 19e siècle déjà, pendant la colonisation française déjà. Donc, docteur Belarbey, merci beaucoup, Ahmed Ghali d'avoir été parmi nous ce matin. Alors, on continue le programme. Et là, donc, en attendant de retrouver notre amie Widad Agabi qui, elle va s'intéresser à l'homéopathie. Là, je vous propose donc quelques images sur la ville d'Alger. On se retrouve après. Notre ami Widad Agabi est parmi nous ce matin. Widad, bonjour. Bonjour. Marhaba Widad. Vous nous avez manqué, Widad. Oui, depuis pareil. Alors ça a été, j'imagine que ça n'a pas été très évident pour vous cette période, parce que vous-même vous avez été en plein cœur donc des services là où il y a eu prise en charge donc des personnes atteintes de Covid, n'est-ce pas? Exactement. En fait, on était au premier plan durant toute cette période. On l'est encore, espérant qu'on va, dans les jours qui arrivent ou les mois qui arrivent, on va finir avec ça. Mais et bien sûr, vous comptez beaucoup aussi sur le soutien de la population, sur leur conscience, tout à fait. Tout à fait. On a remarqué une diminution ces derniers temps, heureusement, alhamdoulilah, mais il ne faut pas baisser la garde. Là, c'est le bon moment pour être plus vigilant, pour garder toujours les mesures barrières. C'est très important, surtout en ce moment de déconfinement progressif qu'on est en train de vivre. Voilà. Et puis c'est vrai que psychiquement, on a toujours tendance à se dire ça y est, il n'y a plus le danger, et puis on se laisse aller, et puis voilà. Oui, c'est normal, parce que ça a duré quand même, ça fait plusieurs mois. Il y a plusieurs personnes qui sont fatiguées, qui ne portent plus le masque. Mais là, je pense qu'il faut toujours garder les mesures barrières. C'est la seule prévention par rapport à ce virus. Pour le moment. Voilà. Pour le moment. Alors, pour le moment, donc en attendant, Inch'Allah, que cette période difficile passera, vous allez vous intéresser aujourd'hui à quelque chose de très particulier. Oui, alors, très à la mode. Alors, très à la mode. Tout à fait. Et selon mes recherches, j'ai trouvé un petit peu une définition de ce concept que j'avais donné d'ailleurs en début d'émission. Alors, ce qui déclenche une maladie peut aussi aider à la soigner et à la prévenir. C'est le principe donc, sur lequel repose l'homéopathie. Donc, l'homéopathie, c'est quoi? Exactement.
Exactement. Dans ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que guérir le mal par le mal. Guérir le mal par le mal. C'est voilà, ça, on entend toujours, exactement. Voilà, on entend toujours cette phrase, mais justement, c'est la définition presque de l'homéopathie. En fait, c'est ce qu'on appelle la médecine alternative ou la médecine douce. Et elle a été découverte au XVIIIe siècle par un médecin allemand. À l'époque, il avait testé une plante qui avait, si elle était diluée, elle avait un rôle de guérir le paludisme. Donc il avait testé sur lui-même, ça avait donné des symptômes de paludisme. Il s'est dit comment elle traite, mais en même temps elle donne des symptômes, c'est pas normal. Donc c'est là où le principe de similitude est apparu. Il s'est dit guérir le mal par le mal. Voilà. Donc c'est un peu le principe de la phytothérapie, Widad? C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose puisque les principaux mécanismes qu'on utilise à l'homéopathie, c'est que c'est la dilution et la dynamique. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que lui il a fait, parce que c'est lui qui a commencé. Il a pris, c'est-à-dire il prend une substance, il la dilue dans de l'eau alcoolisée, il essaye de la diluer maximum, ça va devenir vraiment, le principe actif il va être... C'est un peu le process que nous sommes en train de découvrir. Tout à fait, exactement. Donc le principe actif il va être vraiment perdu. Donc qu'est-ce qu'il a été critiqué en ce moment-là? Ils lui ont dit, bon, le principe actif il est perdu, donc ça fait un placebo. Donc il n'y a aucun effet, ça fait un effet psychologique seulement. Donc qu'est-ce qu'il a proposé? Il a proposé d'agiter, d'essayer d'utiliser la dynamique, d'agiter cette solution, et c'est là où le principe actif va avoir son effet. Elle a été trop critiquée, cette méthode, mais elle est très utilisée, très répandue, surtout dans certains pays, notamment la France par exemple, donc en Suisse aussi, en Algérie. On est en train d'étudier encore. Donc finalement, Widad, il y a eu ce principe, finalement, il a divisé un petit peu la communauté scientifique, c'est ça? Tout à fait. Ça reste un sujet de débat mondial. Ça a divisé les scientifiques en deux parties. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Donc, et c'était un sujet de recherche de plusieurs études scientifiques. Ils ont essayé de comparer un petit peu l'effet de cette homéopathie et l'effet d'un placebo, par exemple. Ils ont trouvé que ça fait pas plus qu'un placebo. Donc les médecins qui sont pour, ils se sont dit que pourquoi pas si ça ne fait pas de mal. Parce que c'est des substances qui sont vraiment diluées, qui ne sont pas toxiques. Par exemple, la phytothérapie, ça donne des effets secondaires. À des doses élevées, ça peut être toxique. L'homéopathie, il n'y a pas d'effets secondaires et ils ne sont pas toxiques. Donc finalement, on part un petit peu du principe, si ça ne fait pas de bien, ça ne fera pas de mal. Tout à fait. Après, il y a les autres qui ont critiqué, ils se sont dit non, on ne peut pas baser la médecine sur ça parce qu'il y a des malades qui vont opter pour l'homéopathie, ils vont abandonner la médecine conventionnelle, les traitements qu'on a l'habitude d'utiliser dans certaines maladies, notamment le cancer par exemple. Ils se sont dit que voilà, ces malades vont abandonner ces traitements et ça peut nuire pour le malade. Ça peut nuire pour le malade, ça peut nuire aussi pour le lobby pharmaceutique. Tout à fait. Ah, tout à fait, donc, oui, exactement. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen, par exemple, bien sûr, pour la communauté scientifique qui défend le concept, est-ce qu'il n'y a pas moyen, par exemple, de prendre les deux protocoles en parallèle, donc l'homéopathie et pourquoi pas donc, suivre aussi la médecine conventionnelle? Justement, moi aussi, je rejoins cette idée que plusieurs scientifiques, d'ailleurs, ils le disent haut et fort, que voilà, puisque ça ne fait pas de mal, pourquoi ne pas associer les deux, c'est-à-dire le traitement conventionnel, traitement d'un cancer, on prend le traitement conventionnel, en même temps de l'homéopathie. Voilà, si ça va faire du bien, tant mieux. Si ça ne va pas faire de bien, ça ne va pas faire du mal. Et il y a eu des résultats, en fait, je veux dire, est-ce qu'il y a eu assez de recul aujourd'hui? Donc, vous l'avez dit, c'était au XVIIIe siècle que le concept a été découvert, c'est ça? Il était son propre cobaye. Son propre cobaye, exactement. Voilà. Donc, depuis le XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, donc depuis la découverte de ce concept jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a quand même un recul scientifique par rapport à cela qui défendrait quand même de façon assez importante le protocole et le concept? Alors, il y a plusieurs malades qui se sentent bien sous homéopathie. Par exemple, s'ils sont traités pour un rhume ou pour, par exemple, des brûlures de l'estérone,
de l'estomac, il y a plusieurs qui signalent que vraiment il y a eu une amélioration spectaculaire. Oui. Donc ça reste, cette pratique, elle garde encore son mystère. Voilà. On ne sait pas encore, c'est-à-dire les effets exacts de l'homéopathie. Est-ce que ça fait vraiment du bien pour la santé ou pas? On ne sait pas. Pour le Ça moment. garde toujours son mystère comme toute autre science. Tout à fait, Donc, la sujet science, de recherche. généralement, voilà, c'est toujours des sujets de recherche. Qu'en est-il de la pratique de ce concept en Algérie? C'est pas très très pratiqué parce que les Algériens en ce moment ils optent plus pour la phytothérapie. D'accord. La phytothérapie c'est très à la mode chez les Algériens. Donc de toute façon, c'est un héritage, la phytothérapie, n'est-ce pas? C'est un héritage familial, patrimoine familial, de grand-mère. Exactement. Voilà. Alors, on a une bronchite, vas-y, tu prends du sucre glace avec du zitoun et on y va. Donc, et d'ailleurs, tout à l'heure, on était en train de discuter dans les coulisses et on s'est dit que c'est une question de dose. De dose, voilà. Tout dans la vie, c'est une question de dose. Donc, finalement, tout est poison, tout est question de dose. Exactement. Voilà, c'est ce qu'on se disait. Exactement. Donc voilà, il faut aller doucement, toujours, tout est bien étudié. La science est basée sur des preuves, c'est ça. Voilà. Donc pour dire des choses... Des expérimentations, des résultats, des preuves, effectivement. Donc pour dire que c'est bien, on ne peut pas dire encore. Pour dire que c'est pas bien, aussi on ne peut pas le dire. Si ça ne fait pas de mal, pourquoi pas, mais on ne pas abandonner, c'est pas au détriment de la prise en charge thérapeutique nécessaire aux malades. Voilà. D'accord. Alors justement, Widad, dans ce sens, Sofiane Hamoudi, notre collègue, s'est intéressée à l'homéopathie. Il nous a fait ce reportage et on se retrouve juste après. C'est dans cette immense forêt de Chérira, wilaya de Blida, qu'on a croisé M. Djoubabi en train de remplir de l'eau de source. Je suis en train de remplir de l'eau primaire. On appelle ça eau primaire parce que c'est une eau de source. C'est à partir de là qu'on peut structurer l'eau, à partir d'une plante médicinale. C'est à partir de là où on peut plus ou moins, par exemple, faire une matrice. Une matrice pour structurer l'eau par la suite. On dit mémoire de l'eau. L'eau, c'est la vie. Mais cet élément que nous croyons bien connaître aurait peut-être des propriétés insoupçonnées. L'eau devient structurée en plante spécifique à une pathologie quelconque, quelle que soit par exemple. En vérité, on est toujours lié à l'eau. Toujours lié à l'eau. L'eau est la nature. C'est-à-dire capter ce qu'on appelle l'eau, capte le souffle de la nature à partir d'une plante médicinale. C'est à partir de là que ça vient l'aya. Vous avez constaté ici l'écriteau. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy. Djoubabi nous parle du rôle de l'eau encore plus important que nous l'imaginons dans notre biologie. Cet amoureux de plantes nous explique comment peut-on transformer cette plante en médicament. Je choisis la feuille la plus énergétique. On dit une feuille riche en quintessence. Parce qu'il y a 5 éléments, il y a le feu, il y a l'air, il y a l'eau et la terre. Et le 5e élément, c'est la quintessence. La quintessence, c'est lui qui est riche en énergie. Pour M. Djoubabi, l'eau serait capable de reproduire les effets d'une substance avec laquelle elle a été en contact, même lorsque la substance ne s'y trouve plus. Je commençais à m'intéresser à l'homéopathie. Et puis, je n'étais pas satisfait vraiment du principe par lequel était utilisé et pratiqué, par exemple, plus précisément pratiqué par les homéopathes. Donc, j'ai voulu percer le secret de l'homéopathie. Par sérendipité, ce n'est pas un hasard, c'est comme un hasard, j'étais attiré par un phénomène qui m'a donné foi à pouvoir faire une expérience. Et c'était la première, et c'était la réelle, et c'était la plus valable. L'eau aurait donc la capacité de garder en mémoire les propriétés des molécules. C'est-à-dire, entre les molécules de l'eau, de H2O, il y a des clusters, il y a un espace. Et c'est dans cet espace vide, entre molécules, qu'on peut imprégner une empreinte électromagnétique de la matière. C'est-à-dire destinée à quelque chose.
Par exemple, quelle que soit la pathologie. quelle que soit la pathologie, par exemple, vous allez me dire, vous allez me demander, par exemple, un traitement pour une gastrite. Moi, je vais par exemple choisir l'absinthe. L'absinthe, qui est une plante très bénéfique pour la gastrite, érythémateuse. Comme celle qu'on a vue tout à l'heure. Par exemple. Je vais prendre cette eau, je vais prendre cette plante, je vais extraire ces ondes de sa synergie dans l'eau primaire. Et à partir de là, je vais travailler cette eau-là pour qu'elle va me donner un souffle, une onde. C'est-à-dire, quand on dit onde, ça veut dire souffle. Et si la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, l'autisme et même le cancer pouvaient être traités grâce à cette théorie. Voilà, donc c'était Sofiane Hamoudi qui s'était intéressée à un homéopathe. Donc finalement, Ouidad, c'est toute une spécialité. Hein. Finalement, bon, pas en médecine. Voilà, c'est une spécialité. Il y a plusieurs homéopathes, il y a des médecins généralistes partout dans le monde qui se sont spécialisés dans l'homéopathie, mais ce n'est pas une spécialité qu'on étudie à la fac. À la fac, voilà. Oui. Donc ce sont des formations qu'on fait en dehors finalement de l'université. Tout à fait, exactement. Alors, vous étiez en train de me dire pendant qu'on regardait le reportage Ouidad que dans certains pays, particulièrement en Europe, donc les produits donc, auxquels arrivent, enfin que conçoit un petit peu ces homéopathes, ça se vend en pharmacie. Tout à fait, oui, exactement. En fait, ça a été un sujet de polémique. Enfin, c'est toujours un sujet de... Ça a créé une polémique partout dans plusieurs pays dans le monde parce que ça a été vendu en pharmacie et c'est vraiment remboursé par l'État. Ah, carrément. Carrément, exactement. Alors que... On sait très finalement, bien. Il y a une reconnaissance, il y a une réglementation, il y a une régulation. Oui, c'est vraiment, il y a une réglementation, c'est autorisé par l'État et tout. Donc, mais le problème, pourquoi les scientifiques se sont révoltés, ils ont dit, et c'est pas faux ce qu'ils ont dit, c'est qu'un médicament, il doit passer par la phase de... L'expérimentation. Exactement, d'expérimentation. Ça doit passer par l'étude sur l'animal, en laboratoire, puis l'animal, puis l'être humain. Après, chez l'être humain, il faudrait le comparer avec d'autres médicaments pour avoir l'efficacité. Tout d'abord avec un placebo, avec d'autres molécules qui peuvent être peut-être de la même famille. Donc, l'homéopathie ou les traitements de l'homéopathie ne sont pas passés par ce processus. Parcours. Voilà, exactement. Voilà. Donc, ça a créé vraiment, tout le monde se pose les questions. Comment ça se fait? Voilà, comment ça... ils ont l'autorisation de la mise sur le marché alors que ça ne passe pas par tous ces... Très paradoxal finalement. Hein. Tout à fait, tout à fait. Alors qu'il y a des malades... En fait, dans certains pays, presque tout le monde est passé par l'homéopathie. Hein. Donc, puisque ça se vend en pharmacie, tout le monde opte pour ça. Donc, au moins minimum une seule fois dans leur vie. Donc, ils reconnaissent que c'est efficace, voilà, surtout chez certains malades, voilà. D'accord, mais si on devait clôturer Ouidad sur votre avis à vous, en tant que médecin? Au milieu, on va rester au milieu. Donc, voilà. on reste moi, c'est la médecine conventionnelle, ça c'est clair et net, donc je n'abandonnerai jamais ça. Voilà, de toute façon, c'est très logique de la part d'un médecin. Hein. Ça a prouvé son efficacité. Effectivement. C'est basé sur des preuves, voilà, donc ça reste, c'est des vies humaines, donc on ne va pas quand même laisser un malade... Exactement. Donc, mais si c'est un malade qui opte pour l'homéopathie, je lui demanderai peut-être d'adjoindre de ne pas abandonner. De ne pas abandonner. J'essaierai de le convaincre. Voilà, je ne vais pas l'obliger, j'essaierai de le convaincre pour avoir les deux médicaments en même temps. Voilà. Donc, on rappelle que c'est un concept de guérir le mal par le mal. Exactement. Ça fait tout drôle, mais bon. Et puis, tout est question de dose, encore une fois. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Ouidad. Merci. Merci de nous avoir fait. C'est toujours un plaisir. Vous êtes chez vous, hein. On ne vous invite pas. Hein. Vous êtes chez vous, vous venez quand vous voulez. Merci beaucoup, Ouidad. Donc, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle thématique, Inch'Allah. Très contente de vous retrouver. Le plaisir est partagé, Ouidad. Bienvenue à vous à tous.
tout moment. Inch'Allah. Voilà, alors on continue le programme cette matinée. Comme je vous le disais en début d'émission, samedi, le 26 septembre, donc il y a eu l'ouverture de l'année culturelle. Aujourd'hui, plusieurs ateliers donc, seront organisés au niveau de la Bibliothèque nationale, des ateliers de contes. Mais avant de retrouver notre conteur qui va nous parler donc, de ces ateliers, je vous propose de voir ce portrait de l'une des conteuses les plus prisées, les plus connues, les plus douces sur la place d'Algérie même, à savoir Assia Lafi. Alors c'est Lila Benricha qui l'a rencontrée. C'est bien dit, justement avec nous ce matin, un conteur, lui, donc il fait tout pour sauvegarder ce patrimoine immatériel donc, qui se transmet généralement de grand-mère en petits-enfants. Il s'agit de Taïeb Bouamar. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. C'est un plaisir. Et merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous ce matin. Merci beaucoup. Alors quand on dit conteur, quand on parle de contes, on se rappelle très vite de nos soirées avec les grands-mères qui nous racontent des histoires, absolument, de belles histoires. C'est certain, mais seulement il ne faut pas voir l'image folklorique, oui. Les clichés, les stéréotypes. C'est ce qu'on garde. Hein, oui, généralement on pense au canoun, la famille réunie autour d'un feu, la grand-mère ou la mère ou la grande sœur qui raconte des histoires dans des situations. Ça a évolué depuis. Bien sûr que ça a évolué. Chez nous, le conte a toujours été à usage domestique. Effectivement. La première expérience, les premiers Algériens qui ont monté un spectacle de conte, c'était les frères Halfaoui. C'était en France, ils sont originaires de Mostaganem. C'était en quelle année environ? Ça doit être dans les années 70. Ensuite est venu Sadr El-Kbir, mais qui a aussi beaucoup travaillé à l'étranger. Mais sinon, en Algérie, c'est à partir de 2002. Il a fallu l'année de l'Algérie en France, donc en partenariat avec le Centre des Arts du Récit de Saint-Martin-d'Air de Grenoble, le TNA a organisé une formation, un stage. On était 54, ils ont retenu 6, dont le regretté, je demande une petite pensée pour lui et mon frère Aziz Dega. Il était avec nous. On a fait beaucoup de chemin ensemble et j'ai beaucoup appris à côté de lui. Voilà. Et donc finalement, depuis 2002, vous dites que le conte est sorti finalement de la famille, il est sorti de ce milieu domestique. Il est sorti de la famille pour s'installer sur scène, comme spectacle donné à voir, un spectacle vivant. En 2004, j'ai organisé le premier festival à Tizi Ouzou, festival du conte, uniquement du conte. Et à partir de là, on a créé une association qui s'appelle le Grain Magique. Et on a assuré l'équivalent de presque 17 éditions. Quand même, c'est énorme. Oui, un festival international avec un rayonnement sur Béjaïa, le théâtre de Béjaïa, mais aussi la salle Ben Khaldoun où on a assuré la nuit du conte. Et depuis, beaucoup de festivals sont nés à Constantine, à Oran aussi. Et le conte commence petit à petit à reprendre sa place. Mais le chemin est long, on n'est pas encore arrivé. Mais vous continuez quand même à lutter, à vous battre pour que le conte ait sa place. Et justement, donc samedi, avant-hier, il y a eu l'ouverture de l'année culturelle. Et aujourd'hui, donc là, en ce moment, il y a vos amis qui se réunissent. Hein, donc on vous a volé pour une petite demi-heure. C'est pas grave. Allez, on vous a volé pour une petite demi-heure, justement pour nous parler un petit peu de la rencontre qui est en train de se tenir maintenant, justement. D'abord, je devrais souligner que c'est une bonne chose que le ministère pense. Que lors de la rentrée culturelle, le conte pour la première fois à sa place. On a participé et c'est une bonne chose. Et le ministère a témoigné beaucoup de disponibilité pour nous accompagner dans nos actions futures et dans nos projets. C'est un patrimoine finalement, c'est un patrimoine immatériel comme tout autre patrimoine qu'il faut préserver. Absolument, il faut le valoriser et croyez-moi, à l'étranger, on nous envie la richesse de ce patrimoine. Les gens nous ont pris Djaha, ils racontent les histoires de Djaha. Djaha, il est méditerranéen, il appartient à tout le monde en fin de compte. Mais chez nous, on l'a peu mis en valeur. Vous pouvez trouver un enfant français qui connaît beaucoup plus d'histoire de Djaha qu'un enfant algérien. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que ce matin, ça sera une rencontre de conteurs. On va se réunir. Vous êtes combien environ? On est 15 conteurs et conteuses. Donc on va faire une réunion pour donner les propositions au ministère afin de canaliser, de structurer ce collectif de conteurs qui existe déjà sur le terrain. Nous sommes en train de nous battre
pour créer un réseau de distribution du conte. À partir de 11h, il y aura une grande nouba d'histoire. C'est les 15 conteurs et conteuses vont raconter chacun une histoire d'une durée de 4 à 5 minutes. Ça sera très court, ah oui, 4-5 minutes. Entrecoupé par un gassab, le bendir, quelques chants. C'est à 11h aujourd'hui. C'est à 11h et ça se passe au Hamma, à la Bibliothèque nationale. Voilà. Alors, mais sinon, tout au long de l'année, tout au long de cette année culturelle, j'imagine que vous avez beaucoup de spectacles à donner. Et puis vous-même, il faut dire, Tayeb Bouammar, que vous n'êtes pas seulement conteur, vous êtes artiste, mais vous êtes aussi formateur. Donc vous-même, vous formez au conte. Oui, j'ai assuré des stages, que ce soit à la Maison de la Culture Tizi Ouzou, à Djidjel, au musée de Djidjel, c'était magnifique. Ouais. Mais aussi et surtout à Sfax en 2011, avec l'association Dunia al-Hikaya, l'univers du conte. Ils avaient quelque chose comme 25 conteurs. Alhamdoulilah, il y a des conteurs et des conteuses devenus professionnels. Et leur festival, créé juste après notre festival, a non seulement bénéficié de notre expérience, mais maintenant il a pris une dimension internationale et on est présent dans chaque édition. Ah bah c'est parfait. Voilà. Je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse, Tayeb Bouammar. Alors, par rapport à votre tenue que vous portez aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'on a très tendance, lorsqu'on voit cette tenue, on pense directement aux poissonniers, on pense aussi aux Algérois. Alors, connaît-il un petit peu du message que vous voulez véhiculer par votre tenue? Je ne sais pas si vous l'avez porté parce que c'est votre goût ou il y a un message particulier, non, il y a un mais j'y tenais quand même. Il y a un message. D'abord, pour le conteur, moi j'ai opté pour le personnage du pêcheur. Le pêcheur, c'est un voyageur. Il est face à la mer, c'est le calme, c'est la méditation. Et puis, l'histoire voyage, elle n'a pas besoin de visa, elle n'a pas besoin de passeport. La mer, c'est l'image du voyage. Et comme l'histoire voyage, le pêcheur en solitaire rumine, se remémore, c'est la réminiscence. C'est un personnage qui est très riche. En plus, le pêcheur, dans sa solitude là, il ne dérange personne. Oui. Mais souvent, quand il prend la parole, il a des choses à dire. Ah, c'est un sage. Pour le costume lui-même, le Tchongaï, le Pulman, ça remonterait loin. Ça a commencé avec Mohamed Touré, Allah yarhamou, dans les années 30. Ensuite, il y avait Mouhbab El-Wad, Rsqi Nabti, Rouiched aussi a porté. C'est ancien, c'est Dali Kouirat aussi. Et beaucoup d'artistes ont opté pour cette... Dahmal Harrachi, Abdelmajid Meskoun, Allah yashafih, et puis Baziz, dernièrement. Oui, effectivement. Absolument. Baziz, oui. Moi, je tenais à cette tenue afin de m'identifier aussi. Généralement, quand je monte sur scène, que ce soit dans un monologue ou dans un spectacle de conte, on dit tiens, c'est Tayeb Bouammar. Voilà, ça devient votre identité. Ça, je m'identifie, voilà. Ça devient votre identité. Alors, vous avez un programme particulier donc, pour cette année culturelle? Oui, on n'est qu'au début, la reprise est difficile, la majorité d'entre nous ont perdu beaucoup de spectacles, on a chômé, mais on n'a pas perdu notre temps. Oui. On en a profité pour écrire, pour un nouvel répertoire, de nouvelles histoires, de nouveaux spectacles. Moi, personnellement, j'ai perdu une tournée à Boumerdes, un festival international en Tunisie, à Sfax, du 3 au 10 avril, mais aussi un festival à Rabat, au Maroc. Mais ce n'est que partie remise, ce n'est pas annulé, c'est juste reporté. C'est juste reporté par rapport à la conjoncture actuelle, donc la reprise se fera dans la douleur, elle sera timide, les écoles sont fermées, et notre public a disparu. Donc la reprise sera vraiment difficile. Il est confiné, le public, il n'a pas disparu, il est là, le public, oui, et il est encore plus assoiffé. Voilà. Si jamais on ouvre les salles, le public viendra en masse, j'en suis certain, surtout les enfants. Certainement. Tayeb Bouammar, avant de se quitter, je voudrais juste savoir, par exemple, quelle est aujourd'hui la place du conte chez les jeunes, particulièrement. Chez les jeunes ou chez les enfants? Chez les jeunes et les enfants d'une manière générale. Bon, côté public, il y a une grande demande, une grande attente du spectacle. Je parle du spectacle de qualité, bien sûr. Bien sûr. Côté formation, beaucoup de jeunes manifestent un engouement, un intérêt pour la pratique de ce conte. Mais le problème chez nous, c'est qu'on souffre d'un manque crucial de formation. Il faut encadrer ces jeunes, assurer une formation réelle.
une formation d'acteur, une formation de comédien. C'est-à-dire, je pense à l'expression corporelle, je pense à la diction, je pense à une petite scénographie, le costume, mais ça doit être étudié. ماشي من هبه ودبه comme on dit, il raconte des histoires. Il y a un SMIC de qualité, il y a des règles à respecter quand on monte un spectacle de conte, et tout dépend de la capacité et du niveau intellectuel du conteur qui va faire des recherches, qui va réécrire des histoires, et pourquoi pas. C'est un travail de recherche finalement, c'est pas juste un simple héritage. Et à un certain moment, il faut faire le récit. Moi personnellement, je préfère le récit. C'est-à-dire que j'écris moi-même, ou j'adapte, ou je réécris mes propres histoires. Voilà. Alors, Taïeb Bouamar, on ne va pas vous laisser partir comme ça. Alors, si vous êtes là, bien sûr, c'est parce qu'on voulait donc parler un petit peu de cette année culturelle, mais on ne vous laissera pas partir comme ça et nous laisser sur notre soif, on va dire. Et donc, on va vous demander de nous faire un petit quelque chose. Absolument, merci. merci. أنا جيتكم من بلاد القبايل، وفي بلاد القبايل كي نبداو الكلام في الصواب ولا في الخصام ديما نقولوا يا ودي ربح صلاة النبي. يلي منا يلي ملهيه يعشق النبي صلوا عليه. الفرنساويين إذا كان حكاو حكاية يقولوا il était une fois. والعرب إذا كان حكاو حكاية يقولوا عادة كان يا كان في قديم الزمن وحد السلطان. يا ودي ما سلطان غير الله. نشوفوا في المغرب العربي كي يحكوا الحكايات واش يقولوا. نبداو بتونس شقيقة. في تونس إذا كان حكاو حكاية عادة يقولوا يا دادا يا مادا الله يدلنا ويدلكم على الخير والشهادة. وفي المغرب يهضروا كيما الجزائريين، إذا كان حكاو حكاية يقولوا كان يا مكان حتى كان الله في كل مكان، كان يا مكان وسط الأحبق والسيسان. في ليبيا إذا كان حكاو حكاية هذه شوية صعيبة، لازم أنا نجي ونقول السلام عليكم والجمهور يرد عليا ويقول يا مرحبا، وأنا نقول لهم يا مرحبتي، أنا الحكاية نحكيها مرة ماهوش مرتين. بصح أنا يما الله يرحمها من مدينة دلس، ويما وانا صغير كانت ديما تقول لي يا ولدي رد بالك تحاجي في النهار يخرج ولادك فراطس وما عندهمش اشعار. يما قالت لي لحظر اذا كان حكاو حكايه يقولوا حاجتكم يا ما جيتكم بيتكم حتى لباب الجنه وحطيتكم، وتم لقينا 7 تفاحات، 6 ليا ووحده لكم. ما عجبكمش الحال عيب عليا وانا ضيف عندكم، اما لا نقول لكم كلهم كاع بصحتكم. حاجتكم يا ما جيتكم والله يا لو كان ما نحبكم ما نجيكم. زمان زمان في مدينه جانت كاين واحد الجمال تاجر عنده 40 جبل، يخدم التجارة ويسافر ويروح بعيد، يروح للمالي لموريتانيا وحتى للسنغال، يبيع القماش الحرير الزرابة الكتان. خطرة راح حتى لطنبوكتو وباع كل شيء، وهو راجع في الصحراء فرحان مشى حتى لحق الواحد الواحة. في ذيك الواحة يبان له شيخ كبير عنده لحية حتى لصدره. من بعيد التاجر لما شافه حياه وقال له السلام عليكم، رد عليه الشيخ الكبير وقال له السلام ورحمة الله ولدي اتفضل. وريح الجمال شرب الجمال وتكسل في الحشيش فضل وقعد يحكي مع الشيخ الكبير. واحد الوقت الشيخ الكبير شاف فيه مليح وقال له يا ولدي انت باين باللي شاطر باين، واش تقول نعطيك واحد الراي، عندي كنز مخبي في هذا الصحراء نعبيه فوق هذا الجمال، انت تدي 20 وانا ندي 20. التاجر فرح قال هذا الشيخ مغفل، قال له مشات وين هو الكنز تاعك؟ وقف الشيخ الكبير وقال له يا ابني تبعني. ومشى الشيخ الكبير حتى لحق لواحد النخله وتم بدا يفرز في الرمل وتبان له ضاله من السيبان، جبدوا الضاله ويبانوا لهم دروج وحبطوا في اعماق الارض، وتم في بيت كيما هذه كاين الكنز. وش من كنز؟ هذا دراهم، هذه فضه، هذا ذهب، هذا جوهر، هذا ياقوت. التاجر فرح وكان يشوف كل مره الشيخ الكبير يرمي يده للجيب يخرج بباطه تاع البوماده يطلص في صبعه الصغير ويدير في
العين اليمنى. التاجر شافوه دروحوا ما شافوش، وخرجوا الكنز لبرا وعبوه فوق الجمال وقسموه على زوج. التاجر ادى 20، الشيخ الكبير ادى 20. تفرقوا. التاجر راح للشمال، الشيخ الكبير راح للجنوب. تفرقوا، بقوا على خير، بقوا على خير. بصح التاجر طماع، مشى حوالي 100 متر قاعد يخمم ويقول واه واه، هذا الشيخ هذا سي با نورمال، كيفاش بكل سهوله عطاني 20؟ والله غير نرجع لعنده ونقول له يزيد لي 10 واحد اخرين. ربط 20 جمل وراح يجري في الصحراء. يا شيخ يا شيخ، والحكايه تقول ابتسم الرجل وقف الشيخ الكبير وقال له واش بغيت ولدي؟ ياك ديت حقك؟ قال له حقي هذاك قليل عليا، هيا زيد لي 10. تبسم الشيخ الكبير وقال له بغيت 10 واحد اخرين. معليش تفضل خذهم. خذ ال10 وراح يجري فرحان. لل20 زاد 10 يتم عنده 30 وشد الطريق وراه ماشي. هذا المره مشى حوالي كيلومتر، بصح هو طماع، والمثل يقول الطمع يفسد الطبع. فوالا. ميرسي بوكو فريمون. سي الحكايه مازالها طويله، مازالها طويله، ولكن نختموها بهذا لا فورميل اللي ديما نقولوها. أنا حكايتي مشات الواد وحكيتها لكم يا ولاد الجواد. يعطيكم الصحة. Merci beaucoup. On rappelle votre rendez-vous parce que on va rester quand même sur on va rester quand même sur notre fin. La suite, je vais la raconter dans la bibliothèque. Voilà, à 11h. À 11h exactement, débutera le spectacle. Voilà, débutera le spectacle. Donc, ceux qui sont donc à Alger, ils sont donc du côté de l'Hama, n'hésitez pas. Donc, un très beau spectacle sera donné à 11h. Merci beaucoup pour ce moment très agréable. Taïeb Ammar, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Et on vous souhaite une très belle année culturelle. C'est moi qui vous remercie. Merci Canal Algérie. Merci beaucoup. Voilà, donc on continue le programme de Bonjour d'Algérie, en attendant de retrouver notre amie Mariam Oussaïd qui, elle, nous parlera de ce qu'on peut faire de son jardin en ce temps d'automne ou en cette saison d'automne, les bienfaits du jardinage. Elle s'y intéresse dans ce reportage. Ce sont des temps un peu particuliers que nous vivons en ce moment, qui apportent son lot de stress et d'angoisse. Si vous avez la chance d'avoir un jardin ou un balcon, vous pouvez utiliser le jardinage comme un anti-stress. Plusieurs études s'accordent à dire que le jardinage a des bienfaits réels sur la santé physique et mentale. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, vous fréquentez souvent les pépinières? Celle-ci en particulier, oui, très souvent. D'accord, donc... C'est-à-dire les saisons où il faut acheter, c'est-à-dire quand on a envie de changer de décor. Donc vous êtes un passionné depuis toujours? Depuis toujours, oui. Pour décorer, pour redécorer, redonner un nouveau visage à ma maison, à la cour. D'accord, donc là vous êtes venu aujourd'hui, vous avez un projet précis chez vous? C'est-à-dire que je regarde d'abord et je vois un peu ce que je dois acheter, ça dépend. Ça dépend de... Parce qu'il n'y a pas toujours ce qu'on veut, quoi. Ça dépend des... C'est-à-dire la saison est déjà... On est déjà en retard. La saison, ça commence à partir du mois de mai. Donc le confinement, bien sûr, nous a retardés. Voilà. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez des plantes à l'intérieur plus un jardin? Non, j'ai une grande cour. Bon, j'ai un citronnier, oranger et j'ai plein de plantes, des pots, des grands pots et je change très souvent de... D'accord, donc quand vous venez, vous avez un objectif précis ou vous venez un petit peu au feeling, vous essayez de voir ce qu'il y a? Au feeling, bien sûr, j'essaye de voir ce qu'il y a. J'ai des idées, bien sûr, mais souvent, je repars avec autre chose. Je viens avec des idées, avec ce que je veux et je repars avec autre chose quand je vois d'autres fleurs, d'autres plantes, d'autres plus... voilà. Flâner dans les allées fleuries des pépinières nous permet de nous évader, de renouer avec la nature. Le jardinage est souvent appelé le nouveau yoga. Prendre soin de ces plantes est une activité physique, douce, qui fait appel à tous nos sens. Nous allons sentir de nouvelles odeurs, toucher la terre et les plantes, voir les couleurs des fleurs et goûter à certains fruits et légumes que nous aurons plantés soi-même. Le jardinage est bel et bien une activité aux multiples bienfaits, gratuite et apaisante.
Et voilà, donc de retour sur le plateau. Et Mariam vient de nous rejoindre. Mariam, bonjour. Bonjour Nour. Alors Mariam, vous avez fait du yoga dans votre reportage? Oui, en touchant à la terre, oui. Voilà, en touchant à la terre. Oui, effectivement. Finalement, c'est une thérapie. Hein. Très, très apaisante, très relaxante. Ça a énormément de bienfaits. C'est vrai qu'on s'est détaché pendant un certain temps, bien entendu, avec les villes en expansion. Oui. On est de plus en plus loin de la nature, mais en fait, on est indissociable. On doit retourner à la terre. Et d'ailleurs, on le ressent très vite, hein, même si on ne sait pas que c'est à cause de cet éloignement, mais quand même, on vit ce stress permanent, on ne sait pas pourquoi, et finalement, c'est parce qu'on s'éloigne un petit peu de la nature. Exactement, exactement. Même les saisons, on ne ressent pas les saisons de la même manière. Bon, c'est vrai qu'il pleut, il fait beau, mais c'est pas comme quand on est exactement en pleine nature, où on voit vraiment le cycle des saisons. Et tout ça, ça influe sur notre mental, sur notre bien-être, inconsciemment. On n'a pas conscience que ça nous fait du bien, mais en fait, ça le fait réellement. Voilà. Et oui, donc se remettre, même avec des petits pots. D'ailleurs, on a eu quelques démonstrations hein, sur le plateau. Exactement. Donc, ne serait-ce que d'avoir des pots à la maison. Ça peut être déjà un bon début. C'est vrai qu'on peut pas, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une maison ou un jardin, enfin une maison avec jardin. C'est vrai que c'est pas évident, mais quand même on peut le faire. On peut quand même comme ça consacrer des petits espaces, des petits endroits où on peut faire du jardinage en pot. Voilà. Alors on peut justement consacrer quelques endroits pour faire du jardinage en pot et surtout respecter les saisons parce que finalement on ne peut pas faire du jardinage de certaines plantes à n'importe quelle saison. C'est vrai. Et c'est un petit peu le thème d'aujourd'hui. Oui, on va parler de l'arrivée de l'automne. Bon, il se fait ressentir légèrement, déjà quelques pluies, le temps s'est rafraîchi un petit peu. On va commencer un petit peu à nettoyer nos plantes, un petit peu on va leur faire comme par exemple quand on va chez le coiffeur, on va faire une petite taille à nos cheveux, on va faire la même chose mais à nos plantes. Rafraîchir un petit peu. On va les rafraîchir un petit peu. Alors, avant donc de parler de rafraîchir des plantes, Mariam, tu as donc rencontré un agriculteur. Exactement. Et lui aussi, donc, il s'adonne à ce genre d'activité? Alors lui, on va dire qu'il a pris un tout autre chemin. C'est vrai que c'est un agriculteur, quand on va voir, on va se dire oui, c'est un agriculteur ordinaire, il a des hectares de terre qui travaille. En fait, il a plutôt des vergers. Donc il a quelques vergers d'agrumes, des vergers de la vigne aussi. Mais en fait, il ne s'est pas contenté que de faire uniquement on va dire de l'agriculture pure et dure. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a choisi un petit peu d'agrandir sa ferme, faire une petite ferme. On va le voir dans le reportage. En fait, il a quelques veaux, il a quelques vaches, il a quelques... En fait, il a diversifié les activités. Exactement. Donc, des poules, des oies. En fait, ça lui donne un petit peu, ça le sort de ses vergers, parce que bon, les vergers, on ne va pas travailler toute l'année, c'est clair, parce que bon, une fois qu'on a fait les lagages, on a mis les engrais qu'il faut, après on laisse les arbres, on va dire, évoluer tranquillement. Mais à côté, donc il s'est créé, on va dire, autre chose, et en même temps, il en vit, il faut dire qu'il a réussi un petit peu à avoir un côté financier, donc à avoir un peu plus les moyens, déjà pour mieux vivre, parce que des fois, c'est pas évident uniquement de vivre de ces vergers. Effectivement, alors on va voir tout ça en images, et c'est un reportage donc signé Mariam Moussaïd, et on se retrouve juste après. Cultivées depuis des millénaires, les plaines de Tipaza sont toujours aussi fertiles aujourd'hui. Même si les méthodes de culture ont changé, les agriculteurs de la région vouent un attachement viscéral à cette terre. Mohamed Akermi est issu d'une famille de Fellah et il reprend à son tour cette coopérative avec des projets plein la tête. C'est un héritage familial que nous avons repris, mon frère et moi. Nous avons 22 hectares d'arbres fruitiers, des clémentines, citrons, pêchers et de la vigne Red Globe. Nous avons 6 ouvriers, nous avons des difficultés pour l'électricité et l'arrosage. Nous attendons l'autorisation pour faire des forages. Et là, nous avons installé un système de goutte à goutte par souci d'économie. Mohamed a fait le choix de diversifier ses cultures pour mieux faire vivre son exploitation, par souci financier, mais pas que. Nous sommes dans mon étable, j'ai un petit élevage bovin que j'aimerais bien agrandir. Et là, j'utilise la bouse de vache comme engrais naturel.
Entretenir ces 22 hectares et assurer l'arrosage, même en période très sèche de l'été, reste le combat permanent de Mohamed. Nous sommes en plein chantier, nous préparons un bassin où nous allons faire de l'élevage de poissons d'eau douce et cette eau sera utilisée comme nutriment pour l'arrosage. Nous avons 5 hectares de vignes que nous avons fini de vendanger. Là, nous les préparons à passer l'hiver. C'est un travail physique et dur, mais nous avons de la chance de travailler en contact permanent avec la nature, ce qui nous procure une très grande satisfaction. Même si le métier d'agriculteur est un métier prenant et fatigant, Mohamed Akermi ne changerait sa vie pour aucune autre. Très bel investissement, Mariam, il faut le dire. Hein. Oui. Donc finalement, un beau cercle, donc tout est recyclable, tout est réutilisable, donc on ne jette rien finalement. Absolument rien, c'est vraiment, comme on dit, le cycle naturel de toute chose. Donc ils ont bien compris ça. Comme je vous l'ai dit, étant donné qu'ils sont vraiment en contact étroit avec la nature, donc ils savent très bien que une fois qu'on a des vaches, on va avoir déjà, il y a un petit côté d'autonomie. Donc le lait, il a son propre lait, il a ses œufs, il a ses fruits un peu toute l'année. 100% bio, 100% naturel. Exactement, il sait d'où ils viennent et tout. Et en même temps, ça fait des économies, il faut dire ce qu'il y en est. Donc tout ça, c'est des économies pour lui et pour sa famille. Et en même temps... Puis même pour son investissement lui-même, parce que s'il doit commercialiser tout cela, ce sera toujours à bas prix, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'investissement finalement à faire. Il n'y a pas beaucoup de pertes d'argent, j'ai envie de dire. Voilà, c'est vraiment, on va dire, déjà ça reste un investissement à long terme. On commence avec des petites économies peut-être au niveau familial et tout, mais après plus tard ça donnera des fruits et ça engendrera une plus-value. Voilà, donc ce serait un concept intéressant finalement à généraliser au niveau de d'autres agriculteurs, de d'autres investisseurs. Oui, pour la simple et bonne raison que, comme on a vu, donc avec les excréments de vache, donc il a son engrais naturel, avec les poissons, qui va faire des poissons d'eau douce, il aura aussi un arrosage qui est déjà, on va dire, plein d'engrais naturels. Donc déjà tout ça, ça reste un coût diminué de tous ces engrais. En même temps, c'est des engrais chimiques. Il faut pas se mentir, il ne faut pas se voiler la face. Ça reste des engrais chimiques qui sont nocifs et pour les arbres et pour nous et pour la planète en général. En général. Oui. Et puis sur le plan personnel, sur le plan détente. On l'a vu. Voilà, on l'a vu. On l'a vu. Donc contact direct avec la nature, contact direct avec la terre, contact direct avec les animaux. Et donc tout ça, ça procure un bien-être inestimable. En fait, c'est ce qu'il disait. Il disait, on a la paix de l'esprit. C'est vrai qu'en fin de journée, on peut être épuisé physiquement, mais si le mental est bon, après on va dire, après une bonne nuit de sommeil, on peut reprendre tranquillement. On peut reprendre facilement. On peut faire aussi à la maison. Bon, à grande échelle, comme on l'a vu dans le reportage, mais il y a quelques astuces particulièrement donc en cette saison d'automne. Oui, alors ce qu'on va faire, c'est comme je vous l'ai dit, c'est rafraîchir. On va prendre le sécateur si on a des arbres ou des arbustes, ou alors carrément un petit ciseau si on a des jardinières dans le balcon. Donc on va faire je ne vais pas dire une taille assez sévère, mais on va préparer toutes nos plantes à passer l'hiver. Une égalisation. On va faire la coiffeuse. Voilà. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever toutes les feuilles mortes. On va essayer de les enlever parce qu'en fait, ça absorbe de l'énergie de la plante. Ça va l'épuiser pour rien du tout. Donc surtout enlever toutes les feuilles mortes. Les herbes aussi, parce que pendant l'été, les herbes folles, on va dire, se sont bien retrouvées dans nos plantes. Donc enlever toutes les herbes, les mauvaises herbes et tout. Peut-être ajouter un petit peu d'engrais, histoire de leur donner un petit peu de force à nos plantes. Et faudra voir après, tout dépendra de la température, s'il y a vraiment des chutes de température. Donc toutes les plantes qui sont sensibles au froid, on va essayer de les rentrer, de les mettre en intérieur à l'abri. Voilà. Et pour celles de l'intérieur, il n'y a rien qui change.
puisqu'étant donné que généralement la température reste un petit peu stable, puisque c'est en intérieur. Voilà. Donc, est-ce qu'on aura à faire? On va, comme je vous l'ai dit, encore un petit peu s'il y a des feuilles mortes à enlever, donc peut-être pas rempoter, c'est pas vraiment le moment idéal. C'est à quel moment? C'est plutôt au printemps. Donc la plupart du temps, c'est au printemps, quand la sève commence à monter. Donc là, on peut rempoter. Mais là, vraiment, ça va être des petits gestes. Hein, ça veut dire que la fleur de Madagascar que Maïssa m'avait offert, que tu avais toi-même fait le reportage et tu l'avais aidé donc à la faire, je devrais l'empoter au printemps, c'est ça? Oui, il faut la laisser comme elle est. Ça commence à grandir. Oui, on va la laisser. Tu la laisses dans son pot parce que, étant donné qu'on va dire que la hauteur de la plante équivaut à la profondeur de ses racines, donc elle est bien. Pour l'instant, tu vas la laisser comme elle est et en même temps passer l'automne et l'hiver tranquillement. Et là, au printemps, tu lui redonneras un pot un peu plus grand avec une terre bien enrichie. Très bien, d'accord. Voilà. Donc pour l'instant, c'est juste rafraîchir un petit peu ces plantes, rajouter un petit peu d'engrais histoire de donner un peu plus de tonus et les nourrir un peu plus. Donc il n'y a pas grand-chose à faire finalement. Pour l'instant, pas grand-chose. Juste l'entretien. Juste l'entretien. Maintenant, si vous avez un jardin, vous avez la chance d'avoir des jardins, on peut commencer à faire des semis de fleurs. Donc il faut savoir qu'il y a des fleurs d'hiver qu'on va commencer à semer maintenant ou alors un petit potager. Donc les gens qui aiment avoir toujours quelques petits carrés de fèves, ça va être le moment, de petits pois aussi, d'artichauts, pourquoi pas. Ça pousse. Ça pousse très facilement, donc on peut faire comme ça quelques petits semis. Ça fait... allez, on va dire qu'on pourra faire peut-être un petit repas avec. Pourquoi pas? Pourquoi une bonne salade fraîche? Voilà. Pourquoi pas? Alors moi, en ce qui me concerne, cet été, j'ai eu la chance de planter de la tomate cerise et j'ai ramassé, allez, on va dire, peut-être presque 1 kilo de petites tomates cerises. Ah, quand même? Oui. Presque 1 kilo? Oui, presque 1 kilo de tomates cerises, oui. Et ce qui a été très sympathique, c'est que les graines que j'ai achetées, ce sont des graines qui sont très fertiles, parce que des fois, ce n'est pas le cas. Donc, si on prend une petite tomate, qu'on remet en terre, je les ai laissées vraiment à la surface. J'ai pris une tomate, je l'ai écrasée comme ça un peu à la surface de la terre. Je l'ai laissée et ben les graines ont repris. Donc des graines que j'ai achetées, j'ai d'autres graines. Aussi simple que ça. Tout simplement. Finalement, voilà. Donc il faut connaître quelques petites astuces comme ça. C'est ça. Il faut s'y mettre, voilà. il faut s'y mettre, il faut s'y mettre. Et puis tu es là pour nous orienter. Merci beaucoup, Myriam. Merci. Donc on te retrouvera la semaine prochaine, Inch'Allah, pour d'autres astuces, pour d'autres petits secrets, donc de la nature. Merci, Myriam. Alors on reste quand même avec la nature, on reste quand même avec cette relation avec la nature et cette relation avec les animaux pour aller visiter un club équestre cette fois-ci. Tu aimes toi faire du cheval? Oui. C'est vrai. Alors le cheval, c'est une très grande thérapie, particulièrement pour les enfants autistes d'ailleurs. Voilà, donc le club équestre, c'est Walid Yousfi qui s'y est intéressé. Je vous propose de voir et on se retrouve pour la dernière station de cette matinée. J'aime bien les chevaux et Amira est très belle et je l'adore bien. Amira, c'est le cheval préféré de Serena. Mais aujourd'hui, faute de disponibilité, elle prendra une autre monture. À seulement 4 ans, Serena rêve déjà de devenir une grande cavalière. Le monde de l'équitation attire de plus en plus d'enfants. Une passion pour certains, une thérapie pour d'autres, ce sport reste pour les adhérents la meilleure façon de passer leurs après-midi. Donc parce que c'est une passion pour moi. Donc pour moi les chevaux c'est tout. C'est la liberté, c'est en fait c'est un animal vraiment très majestueux. T'aimes bien monter à cheval? Oui bien sûr. J'aime bien les animaux et je trouve ce sport bien. Qu'est-ce qui te plaît en fait? Parce que tu pourrais m'expliquer. De maîtriser le cheval toute seule. Une fois la découvert Naya, Amira, c'est simple. Elle a oublié la natation et elle a tout oublié. C'est un moment de, je ne sais pas, un petit après-midi, maman Et comme pour la quasi-totalité des activités, le monde de l'équitation n'a lui aussi pas été épargné par le virus. Après plusieurs mois de confinement, ce club équestre reprend à peine du service. Une reprise qui vient à point nommé pour les apprentis cavaliers, mais aussi leurs parents. On a repris le 15 septembre passé, ça fait 1 mois et quelques jours, avec des mesures strictes par rapport au Covid-19. Pendant le confinement, c'était un peu difficile hein, par rapport à la petite. Hein. Ah oui. Elle voulait pratiquer monter le cheval, mais c'était pas possible. D'ailleurs, il y a des jours où c'est simple, elle pleurait. Ah oui, elle pleurait. Elle parlait que du cheval. Voilà, j'ai le confinement, voilà, j'ai le virus, elle a dit vous voyez.
C'était vraiment difficile parce que pendant la fermeture de centre, pendant 4 mois, elle ne parlait que de ça, elle ne cherchait qu'après le cheval et elle voulait revenir à la ferme. Et on venait souvent, c'était tout le temps fermé et c'était difficile pour elle. Elle voulait retrouver le cheval, ses habitudes et monter à cheval, c'était ça. Maintenant avec la reprise, ça se passe comment? Sincèrement, depuis l'ouverture du centre, on a été là le 15 août à la réouverture du centre. Et là, chaque week-end, comme il n'y a pas école, c'est au moins 2 fois par semaine où elle vient là pour monter à cheval et retrouver ses habitudes. Des habitudes qui ne se perdent pas et que les cavaliers ont vite fait de reproduire avec grand plaisir. Dernière consigne pour cette petite nouvelle qui fait son baptême du feu, une montée qui promet de ne pas être la dernière. Voilà, donc de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie pour la dernière station. Et là, on s'intéresse justement, nous étions en train de parler surtout pour les personnes qui empruntent beaucoup la route. C'est un concept, donc pas nouveau, mais en Algérie, il reste quand même nouveau. Donc on reçoit Bilal Atafi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur de la start-up? On va dire, je suis le gérant de la Vous êtes le gérant de la start-up ATLL, développement voilà. informatique géographique. Alors, Voilà. quel est le concept finalement de votre projet? Alors, le concept, il est simple, il est utilisé par tout le monde déjà. Normalement, tout le monde connaît Google Maps. Nous, c'est une alternative au service de Google Maps. Donc, c'est Algérianisé. Voilà, algérianisé, bien sûr, à 100% algérianisé. Donc, fait par des développeurs algériens. Le principe, il est simple, c'est de fournir des adresses, une carte, une map où tout le monde peut trouver l'itinéraire, des adresses, connaître l'endroit. Genre à peu près c'est ça en grosso modo. Voilà. Alors pour l'instant, donc qui peut profiter pour l'instant de vos services? Alors ceux qui peuvent utiliser notamment, le service actuellement c'est un service B2B, donc business to business. C'est les entreprises qui ont besoin d'adressage, de connaître à peu près les chemins, faire des études sur une zone géographique, etc. Donc c'est des entreprises de VTC, des entreprises d'agences de delivery, les entreprises de géolocalisation. Et pour ce qui est des études, ça va être, on va dire, les ministères qui veulent faire des études sur zone, faire des recensements de terrain, recensement de mosquées, recensement on va dire, d'écoles, etc. Connaître à peu près la sales force, qu'on appelle la force de vente dans une zone. En fait, ça a beaucoup d'utilité. Que tout le monde peut utiliser facilement, intégrer dans leurs solutions logicielles. Et même pour ce qui est des étudiants qui veulent à peu près mettre leurs données, c'est-à-dire leur adresse, leur chemin préféré, c'est-à-dire tout ce qui est point d'intérêt pour les utilisateurs, ils peuvent le mettre dans la map. Donc finalement, c'est très intéressant parce que c'est participatif, donc tout le monde peut mettre son adresse. Voilà. Et donc ça permet finalement une actualisation de l'itinéraire d'instant en instant. Exactement. Pour ce qui est du trafic actuellement, on ne l'a pas parce que ça nécessite beaucoup de données en retour, donc d'où l'aspect participatif. Mais pour le moment, les services qu'on propose, donc c'est un service ça veut dire à partir d'une position GPS, on a l'adresse et vice-versa. On offre à peu près, si vous démarrez d'un point A vers un point B, on peut connaître la durée du trajet en plus du kilométrage, en plus de l'itinéraire aussi. Et on peut avoir par exemple une position GPS, on peut avoir son altitude, notamment les montagnes, etc. Pour les services par exemple de protection des forêts. Et on peut y aller même sur ce qu'on appelle la suggestion de recherche. Par exemple, vous écrivez Bou et lui, il va continuer Borj Bouarerij, Borj Mnayel, etc. D'accord, il fera des propositions. La recherche. Exactement. Voilà, il fera des propositions pour faciliter la recherche. Donc, quels seraient, j'ai envie de dire, les points forts du projet que vous proposez par rapport, par exemple, à Google Maps qui est aujourd'hui très largement utilisé? Alors, le premier critère, c'est que notre base de données, c'est-à-dire les adresses qu'on a, ils sont mis à jour de façon régulière. Voilà, il y a plus de 1000 collaborateurs, on va dire 1000 clients qui utilisent ça et qui mettent à jour la base de données régulièrement. L'autre point fort, c'est que notre base de données, elle est plus pertinente à celle de Google Maps. Donc, ce que vous allez trouver comme adresse chez ATLL, vous n'allez
pas trouver chez Google Maps. J'imagine. Voilà. Notamment pour ce J'imagine. qui Je est... sais que pour ma petite expérience, quelques fois où j'ai utilisé Google Maps, je me suis retrouvée dans des ruelles, mais alors complètement à côté de là où je devais. Alors on va prendre comme exemple, il y a Hamadi, parfois Google Maps il la place du côté Boumerdès et parfois du côté de Alger. Donc finalement, Google Maps garde un petit peu les anciennes appellations des ruelles, de certains quartiers, et voilà, qui n'ont pas été actualisées. C'est un petit peu l'avantage de votre projet. Voilà, exactement. Bon, il y a un plus, genre ce qu'on appelle une vraie added value par rapport aux entreprises, parce que les entreprises, pour payer les redevances de Google Maps, ça va être, on va dire, des zigzags. Ben nous, ça va être avec une facture, donc on peut leur facturer, passer par la comptabilité et bénéficier de la... Donc faire les choses en transparence. Exactement. Voilà. C'est ce qui intéresserait aussi les entreprises, donc pour justifier un petit peu leurs dépenses. Exactement, c'est ça, oui. Voilà. Alors, donc ça fait combien de temps que vous avez lancé votre projet? Alors c'est récent. Bon, déjà, je viens juste d'être incubé au niveau de l'incubateur de Sidi Abdallah. Ça c'est intéressant pour vous, j'imagine. Voilà, exactement. Oui. Ça a plusieurs avantages, exactement, notamment le local, un prix basique, on n'a pas à payer de l'électricité, de l'eau, notamment l'Internet aussi, ça a une bonne bande passante. En plus d'éventuelles formations que l'incubateur est en train de fournir pour les personnes qui viennent récemment de réaliser des startups. Donc l'AMBT, elle fait vraiment un travail énorme vis-à-vis de ça. Il y en a certains problèmes, on va dire qu'on est un peu délaissé côté marché étatique par rapport à l'État. Mais normalement, ça viendra avec le temps, Inch'Allah, et tout deviendra, on va dire, cool. Voilà. Et donc, les projets à venir, élargir l'utilisation, élargir un petit peu les personnes qui peuvent profiter. Bien sûr, pour le moment, c'est du B2B, donc business to business. On aimerait bien élargir ça pour faire une map 100% algérienne, utilisable par tout le monde, par des Algériens qui mettent à jour notre base de données et qui l'utilisent de façon gratuite, bien sûr. Voilà. Alors, Bilal Attafi, vous n'êtes pas venu seul aujourd'hui. Voilà. Vous êtes venu accompagné. Exactement. C'est votre meilleur ami, c'est votre sœur, c'est votre frère. Je ne sais pas comment vous le. Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, lorsqu'on reçoit des artistes, alors ils nous présentent leurs instruments de musique comme leurs petits frères, leurs petites sœurs, leurs meilleurs amis. On leur donne des noms. Oui. C'est vrai, oui. Alors, en plus de la start-up que vous avez donc lancée, qui sera quand même d'un apport inestimable donc pour les personnes particulièrement qui prennent la route, vous êtes artiste aussi. Oui, oui. Alors, ça fait, j'ai commencé à l'âge de 9 ans. J'ai commencé dans une petite association qui s'appelle Ismaïlia. Je faisais de l'andalou. Oui. Et après, ça a pris d'autres proportions. Me voici les intérêts changent, les intérêts se développent. Donc on fait plus de la fusion, on va dire. Donc c'est des anciens titres qu'on reprenne et qu'on les remodèle avec la nouvelle tendance, quoi. Voilà, et donc vous faites ça en groupe Alors on est en fait c'est Bilal Attafi qui est mis en affiche, voilà. Mais sinon il y a un groupe, il y a Marwan, il y a toute une logistique derrière, finalement, comme une entreprise. Exactement, c'est la même chose. Voilà, donc vous venez présenter la start-up aujourd'hui, mais il y a toute une équipe derrière. Voilà, exactement. C'est un peu. Et donc quelles sont un petit peu les thématiques, les styles de musique Alors nous, qu'est-ce qu'on fait en réalité? On fait de la fusion. D'accord. Voilà. Mais sinon, pour élargir, on va dire que c'est de la musique internationale. Mais elle est basée sur, ça veut dire des chansons algériennes qu'on va remodeler avec la tendance qui existe. Voilà. On va prendre si vous voulez, on va chanter un titre. Donc, Aïchq Memhoun. Ah oui, voilà. Ça c'est du terroir. Exactement. Ça c'est du terroir revisité. Voilà, mais revisité complètement. Voilà, du terroir revisité complètement. Exactement. Eh ben, Bilal, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Donc on va terminer donc sur ce que vous allez nous proposer. Inch'Allah. Donc le terroir revisité. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci, on vous souhaite beaucoup de succès pour votre start-up. Donc on rappelle qu'il fait dans le développement informatique géographique. Voilà, donc beaucoup de succès à vous. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc, je vous souhaite une très agréable journée à tous. Alors, il fait beau aujourd'hui. Profitez un petit peu de votre journée. Vous retrouverez demain, Inch'Allah, Amel Almi, donc à partir de 8h30, qui vous accompagnera jusqu'à 10h. Quant à moi, je vous retrouverai le week-end prochain et je vous dis à très bientôt. Au revoir. عاشق ممحون
نار الهيبة عاشق ممحون نار الهيبة عاشق ممحون نار الهيبة يفتش على الزين حتى يصيبه نار يا نار يا تعدى دابا يسلم خزرني دب العيون اشكيت قلبه يخمم والخين الله الا خين الله يخونه